Bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde qui est organisée à l'initiative de Transporéon. C'est une table ronde qui va aborder la supply chain. Mais alors la supply chain, longtemps elle était considérée comme un centre de coût. Aujourd'hui on va voir comment elle devient un levier pour créer de la valeur au sein de l'entreprise, mais également pour le client final. Alors l'originalité de cette table ronde, j'allais dire, c'est c'est un regard croisé en fait entre un chargeur, un transporteur, un universitaire et un éditeur de solutions informatiques. Alors bien entendu, je vais demander pour commencer à ces messieurs de bien vouloir se présenter. Commencer par mon voisin de gauche. Donc Louis Gourdin, je représente aujourd'hui le chargeur, donc la société Knauf. Donc si vous n'avez jamais construit votre maison ou fait de refurbishment, on va dire, Knauf c'est une société qui fait du plâtre, de l'isolation et tout ce qui est plafonnage. Donc c'est un groupe qui a grossi très très vite. Aujourd'hui c'est 15 milliards. Quand j'ai rejoint le groupe il y a 7 ans, c'était 6 milliards. Donc croissance exponentielle et une volonté de doubler dans les 10 prochaines années. Et du coup, on est en train de créer une organisation groupe supply chain et de redéfinir qu'est-ce que la supply chain pour notre groupe, justement, et d'où le sujet d'aujourd'hui. Merci. Bonjour, Ludovic Collet, donc je suis le président directeur général des Transports Cordier, co-dirigeant avec mon épouse. Transport Cordier, c'est une société leader du grand volume, donc par la force des choses, acteur du monde de l'isolation. Aujourd'hui, Cordier, c'est 72 millions d'euros de chiffre d'affaires, également des projets de forte croissance. Et notre présence ici aujourd'hui sur cette table, c'est que notre raison d'être est d'être un architecte de solutions vertueuses et innovantes dans le monde de la supply du grand volume. Donc, quoi de mieux que d'échanger perpétuellement avec nos clients, mais également avec les acteurs liant le transporteur que je suis et les clients pour mutualiser les informations qui permettent d'avoir une supply chain la plus fluide possible dans cette gestion. Jean-Edmond. Jean-Edmond Puitch, bonjour. D'abord, je voudrais remercier Transporéon de m'avoir invité à témoigner. Je représente plus la pédagogique que l'université, puisque je suis moi-même un professionnel en activité. Je suis là en tant que responsable pédagogique, responsable de la filière achat et supply chain de MBA ESG. MBA ESG, comme son nom l'indique, est une business school du groupe Galileo qui est spécialisée dans les MBA, Bac plus 4, Bac plus 5. C'est à peu près 2000 étudiants et la filière achat et supply chain qui est aujourd'hui une des plus importantes de cette école représente 280 étudiants. Et donc, je contribue sur les programmes. J'ai une vision de professionnel. J'anime l'équipe pédagogique qui est aussi composée de professionnels. Et puis, je suis là aussi pour témoigner au nom de l'école et animer la filière. Merci. Enfin, Pierre. Et donc Pierre Méraud, directeur commercial chez Transporéon. Transporéon, en quelques mots, c'est une société d'origine allemande qui a un peu plus de 20 ans. À peu près 150 millions de chiffre d'affaires, présent dans une vingtaine de pays. On peut aider les transporteurs et les chargeurs dans plus de 25 langues. C'est extrêmement important d'avoir un réseau. Et si je voulais résumer l'offre de Transporéon en 2 mots, je dirais que c'est une plateforme et un réseau. Donc un réseau sur lequel il y a plus de 140 000 transporteurs aujourd'hui, il y a à peu près 3 000 chargeurs, et on gère à peu près 120 000 ordres de transport par jour. Cette richesse de réseau permet d'enrichir la plateforme et d'enrichir les données, et nous permet d'avoir des offres assez différenciantes pour collaborer et fluidifier la supply chain entre les chargeurs et les transporteurs. Pourquoi cette offre est un peu différente? De par la nature même du réseau, on a beaucoup de données. Donc on peut, en phase amont, sur les achats de transport, aider les chargeurs et leur donner des benchmarks, leur donner des indications et surtout leur donner accès à ce réseau pour pouvoir trouver de nouveaux transporteurs. Et puis après, on va améliorer et fluidifier la transparence et la collaboration sur les aspects plus transactionnels. Donc l'envoi automatique des ordres de transport, le suivi des transports en temps réel, la gestion des cours de chargement, ce qu'on appelle en anglais time slot management, pouvoir optimiser la gestion de vos entrepôts. Si vous savez à quelle heure va arriver un camion, a priori, ça vous permet de mieux gérer vos entrepôts et l'arrivée, le chargement et le déchargement de ces camions. Donc, on sert vraiment de backbone qui
permet de fluidifier et d'améliorer la collaboration entre chargeurs et transporteurs et leurs clients finaux dans une totale transparence, en quelques mots. Merci Pierre. Louis, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'interpelle. Vous avez dit que vous étiez en train de redéfinir votre supply chain. Ça veut dire quoi exactement ? Alors tout à fait, nous, on est un groupe familial en fait, qui a, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a grossi très très vite, avec différentes business units, business lines, donc le plafonnage, l'isolation, le plâtre. Et aujourd'hui, on se rend compte avec les problématiques zone ZFE, par exemple, qu'il faut aborder le marché un peu différemment. Donc ça, c'est une partie. Donc il y a une partie organisationnelle. Il y a une partie où nos clients nous demandent de plus en plus de digital customer interface, de real-time visibility, tous ces aspects-là, où en fait, nous, dans la partie supply chain, on n'arrive pas à être aussi agile que nos équipes commerciales où on crée des websites, des plateformes de commandes, où derrière, on doit créer tout le backbone. Et ça demande beaucoup de travail. Donc il y a ces vraiment deux parties un peu organisationnelles et la partie un peu plus technologie. Et là, du coup, nos relations avec Transporeon et aussi avec nos carriers. Alors justement, côté transporteur, Ludovic, comment le transport, l'activité transport s'intègre justement dans cette supply chain et comment elle crée de la valeur ? Moi, je dis qu'aujourd'hui, le transport routier n'a pas encore connu de révolution industrielle. On commence à s'y approcher. Pourquoi ? Parce qu'on a un certain nombre de contraintes qui arrivent devant nous. D'abord, nos deux premières énergies deviennent de plus en plus chères. L'énergie humaine, l'énergie fossile qui nous permet de faire rouler nos véhicules. Et ensuite, on a des contraintes environnementales et sociétales qu'on doit incorporer. Ce qui est certain, c'est qu'on est chez Cordier depuis quelques temps, depuis quelques années. On travaille sur cette évolution puisqu'on pense que notre métier va se découper en plusieurs phases. On parle d'information. Si aujourd'hui, il y avait une phase d'enlèvement, une phase de livraison, il y a de grandes chances qu'elle soit découpée en phase de ramasse, transit, puis livraison. Ça, c'est la première des choses. Donc, on va multiplier l'information. Deuxièmement, il est certain que l'avenir du transport sera encore plus d'être une prestation de service pour le client final et d'avoir un retour direct vers nos clients, vers nos chargeurs pour qu'ils puissent en boucle vertueuse améliorer encore le service rendu auprès de nos clients. Pourquoi ? Parce que l'accessibilité, je me répète, devient compliquée, parce que le temps devient quelque chose d'important dans la source d'économie. Donc, c'est la voie qu'on a prise depuis quelques années, d'abord sur des informatiques embarquées, puis dans l'incorporation dans nos TMS, puis dans l'ouverture à l'information auprès de nos clients, pour qu'on puisse réellement travailler en continuité de cette information. J'irai de la prise de commande jusqu'à la livraison. Il ne peut plus y avoir de séparation d'informations entre nous. Oui, Jean-Raymond, c'est quelque chose, j'allais dire, de nouveau, ça, cette intégration du monde du transport à la supply chain. Nouveau, oui. Enfin, moi, j'ai une vision de professionnel et donc aujourd'hui de pédagogue au service des professionnels. Notre vision de la pédagogie, elle repose sur des piliers qui sont assez simples, qui sont la compétence technique, que ce soit en termes de stratégie supply chain ou d'exécution, en termes de professionnalisation, et nous mettons l'entreprise au cœur de nos programmes. Mais nous investissons aussi de nouvelles matières autour de la collaboration entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la supply chain, autour bien entendu de la digitalisation, de l'innovation technologique, de la décarbonation bien entendu. Je pense qu'on en parlera tout au long de cette table ronde. Et puis on met nos étudiants aussi en situation régulièrement d'exploiter des datas. On a par exemple conclu un accord avec Alteryx, qui est une plateforme de data mining, data monitoring, pour que les étudiants puissent avoir accès gratuitement à leurs solutions. Donc vous voyez, oui, on est dans une logique d'adaptation continue de nos programmes pour que nos étudiants soient prêts à intégrer ce monde de la supply chain en mouvement. Et pourtant, les métiers de la supply chain sont encore relativement méconnus.
comment les jeunes que vous avez se sont orientés vers ces métiers? Je pense qu'il y a un vrai changement de marché sur les métiers de la supply chain. De toute façon, c'est un métier en tension, hein. Je pense que tous les professionnels qui sont autour de cette table et ceux qui nous regardent ont tous des problèmes de recrutement. Donc, on a voulu mettre en avant, en tout cas au sein de MBA ESG, cette filière. Moi, je collabore avec MBA ESG depuis 4 ans maintenant. Et j'ai vu la filière multipliée par 3 avec des gens qui sont très clairs dans leur parcours professionnel, en tout cas dans leurs objectifs professionnels, et qui veulent intégrer un monde très dynamique, en mouvement et en perpétuelle évolution. Donc je pense que ça... Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de centre de coûts il y a 10 ans. Moi, j'ai tendance à dire à mes étudiants, j'ai vu la supply chain sortir de la cave et intégrer les comités de direction, les comités stratégiques. Et c'est comme ça qu'on forme nos étudiants demain à intervenir dans ces comités de direction. Oui, si je peux me permettre, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est des réflexions qu'on a depuis 10 ans, 15 ans, mais maintenant, il y a le sens de l'urgence où le modèle qu'on avait depuis 10 ans ne fonctionne plus. Et alors, c'est plus seulement dans la direction qu'on doit mettre ça en place, mais jusqu'au transport planeur, en fait. C'est très difficile, et nous, j'ai des collègues ici dans la salle. Pendant 20 ans, on a été habitués à négocier une ligne de transport. Maintenant, voilà, on va plus pouvoir créer beaucoup de valeur sur cette négociation, ou alors peut-être passer sur d'autres modèles de carburant, on en discutait tout à l'heure. Mais il faut avoir une discussion et plus partir sur la création de valeur. Oui. Alors justement, comment on crée de la valeur? Et ben, voilà l'exemple aujourd'hui où on connecte, peut-être Pierre, vas-y. Oui, nous ce qu'on voit, c'est qu'en fait, technologiquement, les techniques sont prêtes depuis des années, mais il y a lié comme vous l'avez dit, aux contraintes économiques et aux contraintes légales, les contraintes européennes de CO2, les contraintes économiques qu'on connaît tous, un changement de mentalité qui est assez radical dans ces dernières années, qui est un changement de mentalité qui ouvre sur des outils comme les nôtres, de plateformes sur lesquelles les gens peuvent collaborer et échanger des données. Avant, dire à un transporteur, il faut que vous échangiez et ouvrez, peut-être pas l'ensemble de vos données, mais ouvrez grand vos livres pour un chargeur, c'était loin d'être évident. Et il y avait très peu de transporteurs qui étaient prêts à faire cette démarche. Et la plupart des TMS de transporteurs, d'ailleurs, ont été faits de façon particulière, chacun ayant le sien et étant fait en spécifique. Maintenant, il y a vraiment radicalement un changement de mentalité là-dessus. Il y a une ouverture plus grande de la supply chain. Et je pense que Knauf et Transport Cordier en sont un bel exemple. Je rebondis. Quand je dis que notre savoir-être, c'est être un architecte de solutions, c'est aller chercher bien sûr des solutions extérieures, d'aller chercher les briques qui nous manquent pour pouvoir proposer une solution complète auprès de nos clients. Transport Rayon en est un, parce qu'il parle à nos clients, un certain nombre de nos clients, et allons additionner nos valeurs et nos savoirs pour pouvoir faire quelque chose qui soit vertueux, mais simultanément qui atteigne les cibles économiques et de services qu'on se fixe tous. Oui, tout à l'heure, Jean-Edmond disait que la supply chain, c'était une fonction de direction générale. Louis, vous confirmez, parce que sans l'appui de la direction générale, il n'y a pas d'architecte, quoi. Alors oui, tout à fait. En fait, alors il y a cette partie-là, et du coup, moi, je rapporte du coup maintenant au Chief Supply Chain Officer, qui est une fonction qui a été créée récemment dans notre groupe, en tout cas, puisqu'on a grossi tellement vite, on a ce besoin de se structurer. On l'apprend un peu à nos dépens. Mais la façon un peu traditionnelle, donc efficacité opérationnelle, ne fonctionne plus, et toute l'organisation qu'on est en train de créer est en train de se mettre en place sur cette nouvelle façon d'opérer. Et je vous donne un exemple. En Allemagne, ce qu'on fait, c'est on invite, donc c'est un workshop d'innovation où on a nos clients, nos carriers, nos transport planners très opérationnels. On les met pendant 2 jours on s'assoit pendant 2 jours dans une salle et on essaye de redéfinir et de challenger les choses qui existent depuis 20 ou 30 ans. Par exemple, sur des bons de commande, il y a un slot de 2 heures. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce slot de 2 heures? Mais il faut avoir l'aval du client. Donc c'est l'approche qu'on essaie de créer et décliner notre organisation comme ça. L'un des principaux leviers, justement, est-ce que ce n'est pas la communication entre les différents acteurs, justement, pour que cette information passe d'un chargeur à un transporteur, et même y compris en interne? Est-ce que
Voilà, ce n'est pas l'un des secrets finalement de la création de valeur. C'est Comme le vous- secret, on ne va pas le dévoiler. Mhm. Non, c'est le secret, la communication, la continuité, la portabilité. Moi, je dis, on est transporteur de marchandises, mais on est transporteur d'informations. Et c'est là où, en fait, ma présence aujourd'hui est partie d'une vision commune. On s'est rencontrés. Et je ne serais pas là, on ne serait pas là si on n'avait pas une vision commune de ce que doit devenir nos relations moyen-termistes avec des échéances qui ne sont plus, comme disait Louis, un benchmark d'une ligne, mais un regard global pour pouvoir trouver les solutions les plus adéquates. Alors, ce n'est pas une parole en l'air, parce que ça complique les choses, parce qu'effectivement, on a appris à se développer avec des modèles d'information isolés, voire qui s'opposaient. Et aujourd'hui, il est clair qu'on a besoin, pour réussir les challenges qui sont devant nous, de travailler ensemble, parce qu'on aura une déperdition qu'on ne peut se permettre si on ne décide pas d'y aller ensemble. Ouais. Que ce soit pour les transporteurs que je suis, pour les chargeurs que représente Louis, ou les plateformes telles que Transporéon. Vous dites en fait qu'on est aujourd'hui moins dans un rapport fournisseur-donneur d'ordre que dans un rapport de collaboration entre les acteurs. Les clients de Louis sont mes clients. On doit être facilitateur pour que ce modèle-là se développe le plus possible à chaque fois. En se différenciant sur le service, en se différenciant sur la trace carbone, parce qu'on participe à la trace carbone de nos clients. On est intimement liés et on participe à la construction de valeurs qu'on est amené à entreprendre pour réaliser la prestation. Pierre. Tout ce qui est de carbone, dashboard ou tableau de bord carbone est un parfait exemple. Ce n'est pas possible d'avoir ça de façon fiable s'il n'y a pas une collaboration totale. Si Knauf ne sait pas exactement où sont passés les camions de transport cordier, il ne pourra pas avoir une déclaration carbone exacte. À l'heure actuelle, plus de 90% des déclarations sont faites de façon statistique, en fait. Et ces déclarations statistiques sont non seulement fausses par nature, mais en plus vont coûter plus cher, puisque par nature, toutes les déclarations statistiques prennent des marges. Donc non seulement en ayant une déclaration carbone exacte, on est obligé de collaborer, mais en plus, on déclarera de façon plus exacte et ça coûtera moins cher à la fin. Donc c'est forcément gagnant des deux côtés, côté transporteur et côté chargeur. Et ça, c'est un parfait exemple de collaboration qui va devenir quasiment obligatoire par des décrets européens. Et encore plus tangible, et en fait, par rapport aux personnes qui sont autour de cette table ici. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'on crée donc, des plateformes de collaboration avec nos clients, ou dans quelques temps, on va placer des commandes sur ces plateformes. Aujourd'hui, c'est principalement de la visibilité, où est-ce qu'est ma commande. On n'y est pas encore, on a, je pense, 50% de tracking aujourd'hui sur le marché européen. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais Cordier est en fait à 90% avec nous sur le marché français et belge. Et directement, on peut plugger notre outil, donc Transporéon plugger à notre plateforme, et on permet directement à nos clients, notamment sur des sites de construction, où ils ont besoin, parce qu'il faut des équipements spécifiques pour charger au 5e étage, d'avoir au bon moment le bon équipement en suivant le real-time visibility. Et ça, c'est de la valeur ajoutée. Ouais. Encore faut-il se mettre d'accord sur des objectifs communs. Est-ce que les KPI, vous les déterminez ensemble, par exemple? Alors, on n'y est pas encore. Pas encore pour le moment. Je regarde aussi mes collègues dans la salle qui eux, essayent de mettre des objectifs de real-time visibilité. C'est un objectif d'un pourcentage. Donc pour le moment, on commence par ça, mais je pense que il y a du one time in full, ça c'est le classique. Mais je pense que voilà, c'est des choses qui vont se développer. Je ne sais pas, Ludovic, ce que tu en penses? Oui. On travaille de plus en plus au-delà des KPI, c'est de se dire quel KPI est utile pour vous, chargeurs, et pour nous, transporteurs, pour avoir une optimisation. Je vais prendre juste un exemple pour Transport Cordier. On a un temps de conduite qui est à 83% sur un temps de service global. Chaque pourcent économisé est une ressource qu'on peut remettre à disposition. Et on est en plein dans une période d'inflation. C'est une inflation qui est mieux maîtrisée, je vous rappelle. Hein. Chez nous, Cordier, 32% des coûts, c'est les salaires. Et 30%, c'est le carburant. Donc c'est important de travailler ensemble
pour avoir des KPI de qualité et pour avoir des KPI permettant de mesurer l'efficience de nos coûts, mais également des coûts de nos clients. Je rejoins juste une chose, on time in full, ce n'est pas seulement qu'à la livraison, c'est au chargement. Si on garantit une heure d'arrivée qualitative, ça permet une organisation beaucoup plus fluide au sein des usines. Donc, on a un intérêt commun. On parlait de partager l'information tout à l'heure. Quel type d'information vous partagez? Moi, je suis prêt à tout partager, du moment que ça fait sens, du moment que ça donne sens. Aujourd'hui, on parlait de la trace carbone et on parlait de la connaissance des points de livraison pour déterminer des points GPS, pour découper, segmenter exactement notre plan transport. Et au moment de la réalisation, si c'est bien découpé, on aura exactement la consommation sortie, je dirais, du gicleur de gasoil faite par le chargement. Si les autres ZFE, si on peut d'ores et déjà prévoir, parce que les autres ZFE peut-être un jour seront contraignantes économiquement également, si on peut d'ores et déjà prévoir des parcours optimisants, on abaissera les coûts de nos clients. C'est une phrase que j'aime à répéter à Louis. Dans des grands groupes tels que Knauf, à force de faire croiser les marchandises, un jour ils vont se rentrer dedans. Et ben c'est des choses qu'on peut faire ensemble. On est amené, des fois, le groupe Knauf peut aller livrer sur un même chantier en partant d'usines différentes, parce que ce sont des produits différents, d'aller avec 3 plans de transport différents et 3 véhicules qui ont un coefficient de remplissage qui n'est pas optimum. C'est toutes ces choses-là où on est prêt à nous ouvrir entièrement nos cahiers pour dire vendons du bon service d'abord, vendons du bon coût, parce que l'économie viendra de l'économie des coûts. C'est une certitude. Oui, Paul voulu. Non, tout à fait. Pas grand-chose à ajouter sur ce point-là. Mais je vais peut-être revenir sur l'aspect mission qui est pour le moment. Ludovic a mis en partie la partie organisationnelle. Et voilà, j'ai mes collègues dans la salle ici encore une fois, où c'est vraiment du temps, où il faut prendre du temps pour s'asseoir. Pour revenir à l'aspect plus transactionnel, plus data, nous, on a construit cette année avec Transporeon notre rapport CO2. Parce que voilà, on a 25 ans de collaboration, en tout cas en Europe, avec Transporeon, et on a utilisé leur outil, donc une partie qui était Real-Time Visibility et l'autre pour construire nos rapports CO2 de l'année dernière, qui est une baseline pour nos prochaines années. Oui, ça serait peut-être intéressant d'avoir justement l'avis de Pierre et puis de nous explique comment cette dimension environnementale est intégrée dans l'outil. Alors, cette dimension environnementale est intégrée dans l'outil à travers deux choses. La première chose, c'est le suivi en temps réel, parce que quand on sait exactement combien de kilomètres a fait un camion, déjà, on a une forte précision. Et l'autre chose, c'est l'intégration fine avec les outils de télématique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Transporeon a été racheté récemment par Trimble, pour justement pousser cette intégration encore plus loin et avoir les données les plus fiables possibles et les plus près tu parlais des injecteurs directement, d'avoir réellement quelque chose qui soit en absolu temps réel. Pour revenir sur ta remarque concernant 50 ou 60% de transport tracé, j'aimerais te dire que c'est pas terrible, en fait c'est pas mal. Pourquoi? Parce que le problème, il n'est pas technique. Le problème, c'est l'acceptation des transporteurs. Si Transport Cordier réussit à faire tracer plus de 90% de ses transports, c'est qu'à la fin, ça marche. Il se peut qu'il y ait certaines fois un chauffeur qui oublie de rentrer son numéro de plaque ou qu'il y ait des erreurs, bon, ça c'est humain, mais ça fonctionne. Or, là, on est au cœur de tout ce dont on parle. Les outils techniques sont là, mais cette collaboration et cette entente qu'on est en train de décrire, ce n'est pas encore tout à fait naturel. Or, il y a des gains énormes. On a parlé pas mal de gains de CO2, etc. Mais il y a aussi des gains très pragmatiques à la fin. Je pense que ça passionne personne de passer une demi-heure au téléphone sur un litige facture de 75 € parce qu'il y a eu un temps d'attente qui n'est pas contrôlé. Ben, si on a tout sur la même plateforme, cette demi-heure d'échange téléphonique ou ces 10 minutes d'échange téléphonique n'existe pas et il y a un gain de temps pour tout le monde, quoi. Non, l'Espagne, par exemple, ils sont à 70%. Et du coup, ils ont investi dans des écrans dans leur transport planning, dans leur salle de transport planning, où là, c'est plus pour le chargement, en fait. Ils regardent en fonction du trafic, quand les chargements, et ils organisent toute leur équipe en fonction. Donc, ils ont le yard management adapté qui est connecté au real-time visibility. Et ça leur permet d'adapter leur shift et leur staffing entre l'usine et les chargements.
Donc ça aussi apporte aussi pas mal de valeur. Donc c'est vrai qu'on parle de donner la visibilité aux clients, mais aussi sur notre efficacité opérationnelle aussi. Jean-Edmond, est-ce que cette technicité justement maintenant qui impose la gestion de la supply chain, est-ce que la gestion des data, tout ce qui touche aussi à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui sensibilise vos étudiants? Oui, bien sûr. Alors, déjà, je suis ravi d'assister à ces témoignages parce que ça nous conforte dans nos choix pédagogiques. On a revu en profondeur les programmes en application, voilà 2 ans maintenant. Et on a mis au cœur de l'exécution les sujets autour de la collaboration, les sujets autour du pilotage de la qualité de service, du pilotage de la décarbonation. Donc ce sont vraiment des programmes importants. Et on accélère, on a un spécialiste au sein de l'école d'intelligence artificielle et qui irrigue de manière transverse l'ensemble des MBA, pas seulement les MBA supply chain, mais l'ensemble des MBA, et qui prépare effectivement nos étudiants aussi à travailler, je l'ai dit tout à l'heure, sur la data, data mining, data monitoring, voir comment l'intelligence artificielle peut aujourd'hui accélérer la prise de décision. Hein. L'objectif, c'est surtout ça. Et donc, nos étudiants sont bien entendu très friands de l'ensemble de ces matières, et ça participe au succès de nos programmes. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, notre vision, c'est de former les experts, ces fameux architectes de demain, qui interviendront demain dans vos entreprises, qui interviennent déjà dans les entreprises, puisque l'alternance est importante chez nous, sur nos Bac plus 4 et nos Bac plus 5, et se préparent à cette supply chain peut-être un peu plus complexe, un peu plus technique que celle que j'ai pu connaître il y a quelques dizaines d'années. Alors nous, pour vous dire, comme la data est importante et la maîtrise de cette data est importante, on vient de racheter notre éditeur de TMS, alors qu'on est une PME. Alors c'était un petit éditeur, mais il était très structurant chez nous, il l'est. Et on a un projet, on a déjà formé une partie de l'équipe, d'intégrer de l'IA dans notre chaîne de décision et de planification. Sur un sujet, on va pas tout. Alors, il s'appelle Hyperloop, je ne sais pas si on pourra garder ce nom-là longtemps, mais bon, on lui a donné le nom d'Hyperloop, pour intégrer la contrainte client dès le départ. Dès le départ. Pourquoi? Parce qu'une contrainte client, c'est savoir enlever à un endroit à l'heure dite et livrer à un autre endroit à l'heure dite, avec quelques contraintes, puisqu'on est une société dans une démarche RSE où le sociétal est important, en tenant compte sur les fins de semaine et début de semaine où habitent nos conducteurs. Nos conducteurs habitent 85 départements pour être un vrai généraliste. Donc aujourd'hui, il faut savoir, une semaine ou 4 jours ou 5 jours avant, intégrer cette contrainte-là et construire un plan de transport qui corresponde et au service et au bien-être du conducteur. Parce qu'aujourd'hui, dans les travaux qu'on fait ensemble, au-delà du service rendu au client, vous n'êtes pas sans savoir qu'il manque un peu plus de 50 000 conducteurs en France. Il faut recommencer à apporter du bien-être auprès de nos conducteurs en arrivée usine et en livraison client. Et en travaillant ensemble, on pourra apporter ce bien-être parce que tout aura été préparé, programmé et managé et piloté. Alors, il y a un mot vraiment qui est devenu incontournable depuis 4 ou 5 ans maintenant, plus encore depuis le Covid, c'est la visibilité. Alors, en quoi cette visibilité est-elle importante à la fois pour le transporteur et pour le chargeur? Je vais peut-être répondre par rapport à la visibilité, je vais rebondir sur la capacité. Nous, il y a des gros problèmes, des difficultés en capacité de nos sites de production, où on est en sold out sur certaines parties de produits, et aussi en capacité de chargement. Et apporter cette visibilité de capacité, ça nous permet de passer ce qu'on appelle un available to promise à un capable to promise. Donc, nous permet de nos clients, et je rebondis sur ces outils de Digital Customer Interface, où le client veut comme Amazon de plus en plus, en fait. Même si on a le monde de la construction, c'est un petit peu un monde un peu à l'ancienne, on va dire. De manière générale, nos clients voient un petit peu ce qui se passe sur Amazon, etc. Et il veut être capable aussi de passer sa commande et d'avoir, quand il entre le produit, d'avoir quand est-ce qu'il va être, quand est-ce qu'il peut espérer avoir le produit. Alors ça peut être de 3 jours, mais aujourd'hui on n'est pas capable avec les informations qu'on a, que ce soit notre ERP ou nos outils de transportation, d'avoir cette visibilité-là. Du coup,
on parlait d'apporter de la valeur tout à l'heure. Cette visibilité-là, que ce soit le real-time visibility, mais cette visibilité de capacité, c'est un gain énorme pour nous. Pierre. Oui, juste cette visibilité de capacité nous permet, nous, avec le volume de données qu'on a, parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans data, d'avoir vraiment des optimisations et de réduire tous les transports à vide. Comment? En donnant la possibilité à nos clients de voir un peu quels peuvent être les prix en fonction des périodes horaires et des journées. Et de pouvoir peut-être changer la date ou l'heure de départ d'un camion pour profiter d'un meilleur prix. Et on va même au-delà, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la classique bourse de fret en disant voilà, on a tel transport, j'ai pas de transporteur sous contrat pour ce transport-là, j'envoie une demande et je vais avoir 3, 4 ou 5 transporteurs qui vont répondre. On va, grâce à l'intelligence artificielle, faire l'inverse, c'est-à-dire faire un peu des enchères hollandaises, proposer directement les prix au transporteur qui acceptera ou refusera. Et on s'aperçoit qu'avec ça, ça simplifie la vie de tout le monde, c'est beaucoup plus rapide et ça fait gagner du temps aux transporteurs comme aux chargeurs. Donc ça, c'est des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle grâce aux data de Transporion. L'autre étant bien sûr le CO2, puisqu'il y a dans le calcul des dashboards de CO2, pour être au plus près de la réalité, il y a aussi des algorithmes d'intelligence artificielle derrière. Ça permet aussi de gagner en réactivité. Enfin, la réactivité étant aussi un facteur de performance et de valeur ajoutée pour le client. Oui, tout à fait. Et en fait, je rebondis sur cette intelligence artificielle. Nous, en fait, on le subit aussi d'une certaine manière parce que tous nos clients aussi commencent à en mettre dans ce qu'on appelle, ce que je vous appelais autonomous procurement. Et donc, voilà, avec des MOQ qui sont plus du tout fixes. Donc, flexibilité de leur côté. Ouais. Mais nous, de notre côté, on doit aussi s'adapter et on n'a plus du tout des full trucks comme dans le passé, des camions complets, où on doit revoir nos systèmes, notre organisation et du coup, challenger un petit peu le camion complet à faire des modélisations, des optimisations de camions avec différents produits. Et c'est là où, encore une fois, il y a la partie système, mais aussi la partie discussion avec nos transporteurs. Comment vous... Oui, Jean-Edmond, peut-être. Nous, on explique à nos étudiants que la visibilité et la traçabilité sont des éléments indispensables pour mesurer, pour assurer la qualité de service dans les opérations de transport, dans l'exécution de la supply chain. Et c'est un moyen aussi de les faire travailler, les faire réfléchir autour finalement de quels outils sont à leur disposition pour demain, vous l'avez dit, améliorer la performance. L'enjeu, il est là. Hein. C'est surtout comment moi, en tant que futur expert de la supply chain, je suis capable demain de mettre en place des outils, de former des utilisateurs, d'être un key user éventuellement, d'outils de traçabilité, d'outils de visibilité. Ce n'est pas une fin en soi, c'est surtout un moyen au service de la performance et notamment de la qualité de service transport. Alors, nous, on est en bout de ligne, hein, donc la visibilité est importante pour nous. Ce qu'on discutait avec lui tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour être agile, il y a deux façons de le faire. Être bon dans la réaction, réagir à une problématique rapidement, c'est le propre des PME, généralement on l'est. Mais en fait, ce qu'on discutait ensemble, c'est de dire aujourd'hui, pour être agile, il faut être bon dans l'action. Et l'action, c'est un terme un peu plus long. C'est de décider de mettre des plans, de décider d'avoir des visions, de décider de mettre des supply chains qui donnent dans leur mécanisme de la vision, de la visibilité. Et là, on peut être très agile tout en ayant des plans moyen terme. Oui. Parce que l'agilité avec que de la réaction a ses limites. Et surtout coûte cher parce qu'elle dépense beaucoup plus d'énergie que ce qu'il ne faudrait. Énergie en interne, énergie pour, comme on dit, on va savoir livrer le client en temps et en heure avec 8 mètres de plancher dans le camion. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette phase-là. Comment vous mesurez la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients? Comment elle se mesure alors sans doute en fidélisant les clients, en gagnant des... Alors, de façon très prétentieuse, en offrant des solutions, des produits, des visions qui permettent de discuter tête à tête. C'est sortir
un tantinet soit peu du benchmark court terme, mais justement d'avoir des constructions moyen terme en disant nous et vous devons faire des efforts. D'abord pour puisqu'on est autour de la table, ensemble, des efforts pour se comprendre, des efforts pour mettre nos forces et expliquer nos faiblesses pour trouver des solutions les plus vertueuses. Quand on arrive à réunir ces choses-là, ça veut dire qu'on a un regard de nos clients ou des opérateurs qui sont différents et c'est un vrai retour sur investissement. Donc à partir de là, c'est la première des choses. Et de toute façon, notre rôle commun aujourd'hui, c'est de faire le job en engageant le moins de coûts possible. Ce n'est pas forcément faire du low cost, mais engager le moins de coûts possible, d'être le plus optimisant. Et c'est à partir de là qu'en tout cas pour ma part, et notre entreprise, on mesure notre progression. Et du coup, alors il y a cette partie-là. De notre côté aussi, on est donc le classique OTIF, c'est pas forcément ce à quoi on regarde maintenant. On essaye de mettre dans les KPIs de nos équipes opérationnelles le Net Promoter Score, qui est vraiment quelque chose qui n'existait pas dans le langage supply chain il y a quelques années. Mais il y a quelque chose aussi entre le OTIF et le Net Promoter Score qui est la satisfaction client. Donc c'est Customer Satisfaction Survey qui partent après chaque envoi ou après chaque commande sur Internet. C'est quelque chose qui est maintenant intégré complètement dans les KPIs de la supply chain et pour lesquels tous les éléments qu'on vient de discuter, on arrive à valoriser ça. Et je prends un exemple en Angleterre où en Angleterre, on s'est rendu compte que la satisfaction client était très mauvaise, avait baissé ces dernières années. Le nombre d'appels, ils ont un système, vous savez, où on peut capturer, quand on appelle, on met un reason code et on arrive à savoir le tracking. Et en fait, en implémentant le lead time visibility, plus des éléments sur la plateforme en ligne, ils ont réussi à augmenter leur customer satisfaction survey d'une année à l'autre. Et c'est des choses voilà, qui d'une année à l'autre, on arrive à avoir des effets par des actions concrètes qu'on vient d'évoquer ces dernières 20 minutes. Oui, Pierre. Oui, nous, ce qu'on voit de notre côté, on a vraiment changé notre façon d'aborder les choses commercialement d'abord. C'est-à-dire qu'avant, on était réellement dédié aux chargeurs et en fait, les chargeurs, de par leur pouvoir, imposaient plus ou moins nos outils à Transporion, avec quelques transporteurs qui l'appréciaient, qui comprenaient la logique, d'autres qui l'appréciaient moins. Maintenant, on a une équipe aussi dédiée aux transporteurs. On va dire, écoutez, cette vision-là, elle est passée. On peut vraiment passer tout ce qu'on vient d'expliquer sur une vision plus collaborative pour faire que les transporteurs s'équipent aussi de notre solution pour avoir les mêmes services et surtout mieux collaborer avec les chargeurs. Et ça, c'est réellement un changement et ça a aussi amélioré notre Net Promoter Score vis-à-vis des transporteurs, évidemment, mais aussi vis-à-vis des chargeurs. Parce que comme la collaboration est meilleure, comme les transporteurs s'enrôlent plus facilement sur la plateforme, l'efficacité du système est multipliée pour les chargeurs. À ce stade, est-ce que vous avez des questions à poser aux intervenants? Si c'est le cas, je vais vous demander de bien vouloir lever bien haut vos mains. Je ne vois pas de mains qui se lèvent. Donc pas de questions pour le moment. Quel regard vous avez sur le futur de la supply chain? Je crois que Jean-Edmond voulait s'exprimer sur le sujet. Je pense qu'on est en plein dedans, dans le futur. Le futur d'aujourd'hui. Effectivement, je le disais tout à l'heure, la compétence technique est vraiment au cœur des préoccupations de tous les acteurs de la supply chain parce que voilà, on a des outils plus complexes, on manipule beaucoup plus de data, on demande aussi à tous les acteurs d'avoir cette orientation client dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un modèle qui devient plus complexe, plus difficile à gérer, avec beaucoup plus d'interaction finalement avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'homme est aussi au cœur des préoccupations. Et au-delà de la compétence technique, on travaille aussi à préparer nos étudiants à être plus robustes,
plus acteurs de la chaîne d'approvisionnement et on avait une vraie volonté d'accélérer aussi bien sur la compétence technique que sur les soft skills. Donc, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. On a beaucoup parlé de techno, on a beaucoup parlé de visibilité, on parle de clients, mais l'ensemble des acteurs de la supply chain, c'est aussi des femmes et des hommes que nous formons, que vous employez et qu'il ne faut surtout pas oublier. Ouais. Et effectivement, quand j'entends votre témoignage, ce qui me frappe, c'est l'état d'esprit dans lequel vous travaillez. C'est-à-dire que longtemps, on a parlé de relations entre un acheteur et un prestataire. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une collaboration vraiment qui se construit et qui converge vers un objectif final qui est la satisfaction du client. Je pense que c'est l'évolution logique du moment parce qu'on a, on parle de la supply chain, mais on a tellement de choses à gérer aujourd'hui. Moi, je trouve ça très enivrant ce qui est en train de se passer, même si c'est complexe, parce qu'on doit gérer une transition énergétique. On doit gérer une transition dans nos plans de transport. Est-ce que le camion qui enlève sera le camion qui va livrer? Quel est le meilleur outil de transit? Quelle carburation? Quel mode d'énergie utiliser? On doit utiliser un service client qui doit justement être de plus en plus rapide, de plus en plus qualitatif. On doit générer également des contraintes économiques fortes. Donc c'est enivrant, c'est pétillant. Ouais. Avant, seule la réussite passait par le nombre. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la réussite, c'est pour nous en tout cas, on est une PME, on est 500 personnes à peine, et on arrive à d'abord être sur cette table avec un très grand groupe comme Knauf, et on arrive à intéresser des grands chargeurs parce que justement, on a cette ouverture 360 et on s'ouvre complètement en disant on ira ensemble parce que c'est sociétal. On doit réussir ensemble et on doit incorporer beaucoup de données, au-delà de la donnée data, mais de données dans la modification du monde du transport, quoi. Moi, je dis toujours, il y a 3 siècles, il y avait un cheval, un cocher et puis une charrette. On était à peu près dans la même configuration. Or là, vraiment, on est au début de grands changements. Et c'est enivrant, quoi. Ouais. Et justement, c'est un bon point, la partie humaine des choses, parce qu'au début, quand je présentais un petit peu l'organisation et les changements, il y a une grosse partie technologique, mais une partie humaine aussi. Et dans cette transformation-là, et encore un exemple très concret, on a des transports planeurs ou des responsables logistiques qui n'ont jamais rencontré de clients encore, parce que ce n'était pas leur travail dans ces 20 dernières années. Mais pourtant, ils envoient 20, 30 clients par jour chez un client, mais ils ne l'ont jamais vu. La valeur ajoutée d'une visite, une journée, alors voilà, c'est un mindset où le manager ou le plant manager doit laisser son responsable de logistique visiter le client. Donc voilà, c'est du budget, c'est du temps c'est nouveau pour le plant manager. Mais la valeur ajoutée, c'est incroyable. Et ça, notre organisation, elle n'est pas encore prête à ça. Donc voilà, on doit travailler, et ça prend du temps, mais enivrant, comme Ludovic l'a dit. Alors, toujours pas de questions? Bon. Comment vous voyez l'avenir? Alors justement, dans vos relations, est-ce que vous voyez des développements ultérieurs dans la mise en place de l'organisation que vous avez? Enfin, déjà, on a cru comprendre que c'était déjà vous étiez dans une sorte de grande réflexion autour de la supply chain. Comment vous voyez justement cette supply chain évoluer au sein de votre entreprise? Alors, il y a une partie qui est, Ludovic, qui le vit au quotidien aussi, de par ses shipments, de lier tous les business units qu'on ensemble, qu'on grossit très vite et pas sans forcément se parler. Donc il y a cette partie-là, donc un parti un petit peu organisationnel et de communication entre les différents intervenants. Après, il y a un rôle un peu plus supply chain lié à faire cette communication-là avec le client, le transporteur, des rôles qui n'existaient peut-être pas avant, de project manager, officer ou ce PMO ou ce genre de rôle qui permet de faire la communication avec toutes les parties de l'organisation. Ouais. Donc c'est un élément concret qu'on est en train de mettre en place chez Knauf.
Des fonctions aussi qui changent. Vous êtes, Oui, ouais. oui, des fonctions qui changent, l'incorporation d'ingénieurs supply chain chez nous, l'incorporation enfin, il faut rentrer du 109. Ouais, j'ai l'âge que j'ai, mais c'est des gens qui nous poussent parce que, comme vous dites, dans leur formation, J'en ai du 109, si vous voulez. dans leur formation, ils ont ce qui est aujourd'hui ce qui me semble aujourd'hui être l'aboutissement de toute une expérience, en tout cas pour ma part. C'est le point de départ pour un certain nombre, donc c'est toujours intéressant de créer ce mouvement-là dans une société familiale. Il est clair que c'est un changement de contact avec un certain nombre de nos chargeurs, oui, parce qu'on doit actuellement faire et le quotidien, et également écrire le futur sous une autre forme. Les échanges qu'on a pour être en direct avec lui et les projets lorsqu'on discute sont des choses qui sont nouvelles. Pourquoi ? Parce que les chargeurs, quelle que soit leur taille, ont cette vision-là aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Après, le challenge pour nous, c'est de savoir écouter, savoir retranscrire, et savoir répondre et savoir proposer, quoi. Donc c'est le vrai challenge, tout en ayant un optique et une vision obligatoire. Un, il faut faire le job, il faut faire le service. Deux, il faut le faire au meilleur coût. Et trois, il faut être innovant, il faut être proposant sans partir dans tous les sens, parce qu'on n'en a pas les moyens, mais en tout cas, c'est en prenant le plus d'expérience, en ayant le plus d'écoute, qu'on arrive à avoir une vision qui, pour une société comme nous, est atteignable, est réalisable et entendable par nos clients. Pierre, en tant qu'éditeur, le futur Nous, pour vous, côté éditeur, le mot-clé face à tous ces nouveaux challenges, c'est l'agilité. Donc vraiment passer d'un logiciel plutôt classique à une notion de plateforme sur lequel on peut plugger des applications qui soient très, très spécifiques en fonction des besoins de nos clients ou des industries, et d'avoir cette souplesse-là pour répondre à des besoins typiquement de connexion plus intime avec la télématique, pour avoir des données en temps réel, mais également pouvoir se connecter quand on rentre dans des entreprises chimiques, avoir un accès avec l'informatique de nos clients pour pouvoir savoir si tel chauffeur est bel et bien agréé, a bel et bien suivi telle ou telle formation pour rentrer sur ce lieu. On va essayer d'avoir une collaboration qui soit suffisamment agile pour pouvoir développer toutes ces petites applications, un peu comme on a sur nos téléphones, en fait, au fur et à mesure des besoins de nos clients et des demandes qui vont être de plus en plus diverses. On n'a pas parlé non plus de la dimension internationale de l'offre Transporion. Peut-être un mot pour en parler ? Oui, c'est clé, d'autant plus qu'on va de plus en plus vers l'intermodalité et que maintenant, il faut être capable de suivre un transport qui partira sur un camion des transports Cordier, ira ensuite sur un bateau de CMA-CGM et finira peut-être sur un train. Ou un bateau Cordier, très bien. Et dans ces cas-là, la notion internationale est clé. Et puis, pour accompagner des grands groupes comme Knauf, forcément, il faut aussi avoir une présence qui soit forcément très, très européenne, puisque Transporion est un groupe d'origine allemande, avec aussi des relais aux États-Unis. Et le rachat par Trimble va changer la donne, puisque maintenant, on va avoir une présence aux États-Unis qui va être décuplée, puis également en Asie. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un buzzword d'abord. Il faut voir comment est-ce qu'on peut appliquer ce buzzword à des choses très, très concrètes. Nous, de façon très, très pragmatique, ça nous permet d'optimiser toutes les données qu'on a sur les transports pour donner des indications à nos clients. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure, ça peut être plus intéressant d'envoyer un camion le vendredi vers telle ville que le jeudi, parce qu'il y a des gains importants.
Et c'est aussi un outil qui va nous permettre de lutter un peu contre les phénomènes d'étranglement qu'on connaît encore dans le monde du transport, en permettant de lisser ça et de donner des informations qui vont permettre d'éviter que tout le monde fasse partir les marchandises en même temps. Ça va aussi améliorer les performances au niveau carbone, puisqu'on aura moins de transport à vide, et améliorer les mesures, puisque grâce à l'intelligence artificielle, on peut mesurer maintenant de façon beaucoup plus précise la consommation réelle de carbone. Donc c'est les 3 ou 4 axes à l'heure actuelle sur lesquels Transporion, du moins, développe les outils d'intelligence artificielle. Si on veut en savoir plus sur Transporion, on peut venir sur votre stand? Si vous voulez en savoir plus sur Transporion, bien sûr, vous pouvez venir sur notre stand. Alors le numéro du stand, David, tu l'as. D074. Merci, David. Merci d'avoir suivi cette conférence. Merci aux intervenants qu'on peut applaudir, je crois. Merci. Merci.